mesdames, messieurs, je vous propose de commencer. Bienvenue à notre webinaire sur le thème « Quelles sont les compétences pour une entreprise durable ?» Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je m'appelle Antoine, je travaille dans l'équipe marketing d'Ecolearn. C'est moi qui assurerai la modération de ce webinaire. Seront présents et présentes avec nous aujourd'hui les personnes que vous voyez sur notre écran. Nous avons la chance d'accueillir deux alumnus des formations Ecolearn, Stérène Leroux et Marion Phillips. Marion est déjà avec nous. Si elle est d'accord, je lui propose de se présenter rapidement. Pierre et Arnaud, vous pourrez ensuite dire un mot sur qui vous êtes et sur Ecolearn. Est-ce que c'est bon pour vous, Marion? Oui, très bien. Bonjour tout le monde et ravi d'être là pour partager un peu mon parcours et mon expérience avec la masterclass direction durable. Et du coup, je vais en dire un peu plus dans quelques minutes. Mais ravi d'être là. Merci Marion. Alors, on est en train d'appeler Stérène, elle doit avoir un contretemps, mais elle se joindra à nous un peu plus tard. Stérène a la C'est bon pour Stérène, elle arrive. D'accord, elle arrive. Merci Pierre. Elle a la particularité d'avoir suivi deux de nos formations, une formation en ligne et puis plus récemment une formation pour préparer les futurs consultants au développement durable. Donc, elle pourra témoigner de ces deux parcours. Pour ma part, je suis Arnaud Armen, l'un des fondateurs d'Ecolearn avec Pierre que vous avez entreaperçu. Et on va vous présenter avec Pierre. Alors, on va prendre un angle un peu différent des présentations qu'on a pu faire ces dernières semaines pour ceux d'entre vous qui nous ont suivis. On va essayer de prendre un peu plus de recul sur ce qu'il se joue autour de nous, autour des enjeux de durabilité, sous l'angle de la compétence qui nous est chère, évidemment, chez Ecolearn, pour vous essayer de prendre un peu de hauteur et de voir quelles sont les évolutions qu'on est en train de vivre. Et au risque d'anticiper sur ce que je vais dire, vous devez le sentir, mais les choses évoluent très, très, très vite. On est probablement sur un chemin qui nous emmène dans une direction pas sans retour, mais voilà, qui nous fait gravir un nouveau parcours autour de ces enjeux de compétences. Pierre, tu veux dire Ah bah, Stérène, ça y est, on te voit. Merci de nous avoir rejoints. Oui, Est-ce que tu veux dire un mot pour te présenter ? Oui, tout à fait. Alors, donc je suis Stérène Leroux. J'ai exercé pendant 15 ans dans une grande multinationale, Total Energy, pour ne pas la nommer. Et j'ai profité d'un plan de départ l'année dernière pour quitter cette entreprise où j'ai appris énormément, mais je sentais que j'arrivais un peu au bout de l'exercice. Sur les sujets qui me passionnent en matière de développement durable et de transformation de l'entreprise. Et donc, j'ai profité de ce début d'année, de ce premier semestre, pour me former sur tous les sujets ayant trait au sujet, ce sujet auprès d'Ecolearn. Et donc, je peux vous... et je suis actuellement en train de structurer mon activité de conseil en développement durable. Je viens de rejoindre la Convention des entreprises pour le climat aussi, donc on pourra peut-être parler si ça vous intéresse. Voilà. Je parlerai tout à l'heure, je crois, Arnaud ou Oui, ouais. Un peu plus tard. Merci Stérène. Du coup, moi, je peux me présenter rapidement. Donc, bonjour, moi, je suis Pierre Montel, je suis cofondateur d'Ecolearn. Je m'occupe de tout ce qui est pédagogie, donc c'est-à-dire que je construis les parcours d'Ecolearn et j'essaie de faire en sorte de rendre très opérationnel et actionnable toutes les connaissances qu'on vous apporte. Et dans ce cadre-là aussi, je m'occupe beaucoup de la communauté, de l'insertion professionnelle et de la création d'entreprises, de tous nos apprenants en fait. C'est-à-dire que l'accompagnement d'Ecolearn, c'est non seulement ce qui se passe au cours des formations, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour pour vous aider en fait à réussir à transformer soit votre entreprise, soit votre carrière vers plus de durabilité. Merci Pierre. Antoine, est-ce que je te relaisse la parole pour présenter le menu des réjouissances ? Yes, je peux m'en occuper. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour cette rapide présentation. Au programme donc de notre webinaire aujourd'hui, vous voyez le sommaire s'afficher devant vous. Comme vous disait Arnaud, nous essayons de faire évoluer l'approche pour vous donner une véritable hauteur de vue sur ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en termes de tendance. Nous parlons ici d'un nouveau contexte pour les entreprises, à quel point aujourd'hui la démarche historique de la RSE doit être dépassée.
De quelle manière, vers quel nouveau modèle allons-nous aller? C'est la question et nous essaierons de vous livrer notre analyse là-dessus. Et qui dit nouveau modèle dit aussi émergence de compétences nouvelles pour accompagner cette structuration-là. Cela occupera une bonne partie de ce webinaire, donc les points 1 et 2 que vous voyez, et nous transitionnerons ensuite vers le témoignage de Steren et Marion que nous avons avec nous, ainsi que la présentation des formations que vous voyez s'afficher à votre écran, les fondamentaux de l'entreprise durable, la masterclass conseil en transformation durable et la masterclass direction durable. À tout moment durant ce webinaire, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat. Je me charge de les répertorier, les trier pour les proposer enfin durant le dernier temps de ce webinaire qui sera celui des questions-réponses. Et sans plus attendre, Arnaud, the floor is yours. Merci Antoine. Alors, je vais utiliser ces quelques minutes d'introduction pour essayer de partager quelques réflexions sur l'enjeu de la compétence aujourd'hui sur les questions de développement durable. Peut-être pour parler de banalité ou enfoncer des portes ouvertes, mais pour vous qui êtes réunis aujourd'hui dans ce webinaire et qui vous posez probablement des questions sur quelle orientation professionnelle, quelle évolution, quelle formation, quel poste vous pourriez prétendre à l'avenir, j'espère que cette petite mise en bouche vous permettra d'avoir accès à quelques points de repère sur comment vous pourriez prendre le train de la durabilité qui est en train d'accélérer très très violemment et qui, je pense, va avoir des effets extrêmement profonds à la fois sur nos économies, mais par ricochet sur les métiers et les postes que nous avons aujourd'hui et que nous réalisons dans les entreprises. Alors, une introduction qui va vous paraître très très rabattue, mais néanmoins, c'est bien de prendre parfois le temps de faire un pas de recul. On est quand même en train de vivre un moment assez extraordinaire. Pour moi qui ai eu la chance de suivre les questions de développement durable depuis une vingtaine d'années, depuis 2 ans, on vit une accélération qui est absolument phénoménale de l'intégration et de la prise en compte des enjeux de développement durable dans le monde de l'économie en général. Alors, ces différentes flèches là qui pointent sur l'entreprise et qui sont autant de forces de pression qui imposent à l'entreprise d'évoluer, en réalité, elles ne sont pas nouvelles. Ça fait 20 ans qu'on fait des slides pour convaincre les dirigeants et les différents acteurs de l'entreprise de s'engager. Et on a toujours utilisé les mêmes arguments et les mêmes descriptifs et les mêmes parties prenantes qui font porter des enjeux auprès de l'entreprise. Mais ce qui est remarquable dans la période que nous traversons, parce que nous sommes encore en train de suivre les conséquences des 2 grandes crises qui ont été des forces de mobilisation sans précédent, à savoir la crise sanitaire avec le Covid et puis plus récemment la crise géopolitique en Ukraine. Ce qui est remarquable, c'est qu'on assiste à la fois à un alignement des planètes, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes sont en train de converger sur le fait qu'il y a un sujet fondamental qui avait été assez largement occulté ces dernières années qui s'appelle les enjeux de développement durable. Et toutes, de façon assez synchrone, augmentent considérablement leur niveau de pression et leur niveau d'attente. Et donc, ça s'est passé en l'espace de 2 ans. Encore une fois, je peux témoigner des 20 dernières années. On était plutôt sur une tendance douce, croissante, avec certains jalons, notamment réglementaires, le Grenelle, et puis après, on a eu certains textes réglementaires européens, la loi sur le devoir de vigilance, la loi Pacte, etc. Mais là, force est de reconnaître que depuis 2 ans, c'est une accélération assez brutale, avec un alignement très fort. Donc, alors, je vais pas passer en détail absolument tous les leviers que vous imaginez, mais peut-être certains qui sont remarquables. La réglementation, il faut reconnaître que le cap européen en matière de transformation de l'économie verte et inclusive est écrit. Ça s'appelle le Green Deal. Il a été écrit il y a plus de 2 ans, puisque c'est la commission actuelle qui l'a porté au moment de son élection. Mais ce qu'il faut, je trouve, noter, c'est que ce cap est d'une clarté assez limpide. Tout avait été précisé il y a 2 ans. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que ce pacte du Green Deal a non seulement tenu sous les coups de boutoir des crises qu'on a traversées, crise sanitaire, crise géopolitique, mais en sort renforcé. Donc, c'est-à-dire que politiquement, les décideurs européens ont choisi comme cap extrêmement clair la transition écologique pour apporter des solutions aux nombreux problèmes qui ont été révélés lors de ces deux crises qui sont même encore en cours. Je passe très vite sur le monde de l'investissement. Enfin, je pense qu'on observe tous le fait que le monde de l'investissement a complètement changé. Alors, encore une fois, c'est des tendances très
longue, hein, et on n'a pas découvert l'ESG il y a 2 ans. Ça s'inscrit sur plusieurs décennies, mais indéniablement, il y a une accélération qui est très, très claire aujourd'hui sur le fait que les investisseurs ont pris conscience des risques qui pouvaient émerger autour des enjeux relatifs à la durabilité, à commencer par le changement climatique, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les manifestations des crises qu'on est en train de vivre et ce que pourraient être les manifestations des crises à venir, notamment la crise climatique. Donc, les investisseurs commencent à prendre conscience de ces grands enjeux parce qu'on a traversé des bouleversements d'ordre systémique et les crises à venir, notamment la crise climatique, sa petite sœur, la crise de biodiversité, vont à bien des égards reproduire ces manifestations et ces bouleversements d'ordre systémique. Et donc, les investisseurs ont appris qu'ils pouvaient être exposés, qu'il y avait un enjeu de résilience extrêmement fort, un enjeu d'exposition au risque, et ils font pointer une force de pression largement complémentaire aujourd'hui autour des critères ESG, qui se traduit jusqu'à de l'actionnariat, de l'activisme actionnarial, et Steren pourra en témoigner par rapport à Total, mais aujourd'hui Total est clairement une entreprise qui est interpellée par ses actionnaires sur la trajectoire de durabilité qu'elle peut proposer. Alors, je passerai vite sur la société civile, les consommateurs, et peut-être pour m'attarder aussi sur les collaborateurs. On le sait, ce n'est pas nouveau. Il y a eu le mouvement pour un réveil écologique il y a quelques années. Les collaborateurs sont en quête de sens, recherchent un rôle qui réponde plus à une aspiration d'utilité dans leur métier au quotidien. Et là encore, le Covid en particulier était un accélérateur assez puissant. Alors, on a parlé de la Great Resignation aux États-Unis, la grande démission. Qui traduit ni plus ni moins aussi que toujours cet enjeu de se dire mais à quoi je sers dans une grosse organisation, une plus petite, et quelle contribution à mon échelle je peux apporter dans les solutions aux enjeux de développement durable que l'entreprise peut porter. Et donc voilà, la conclusion de ces différentes tours de parties prenantes, c'est qu'on est à ce moment un peu étonnant où voilà, la pression est extrêmement forte et appelle une réaction de la part des entreprises. Alors, si on passe en page suivante, Antoine, en réalité, là encore, c'est pas la grande révolution. On s'inscrit dans une histoire qui est à l'œuvre depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, qui est l'histoire de la RSE. La RSE, cette traduction du développement durable pour l'entreprise. Alors, sans refaire l'histoire de la RSE, alors on a quelques repères qui nous permettent de dire qu'il y a eu des phases et des renforcements croissants de la RSE qui se sont opérés autour notamment de grandes articulations réglementaires, la loi NRE en France autour des années 2000, puis la loi Grenelle autour des années 2007-2010, et puis maintenant une phase d'intégration un peu plus stratégique. On l'a vu, la façon d'appréhender le développement durable par les entreprises a évolué. On est parti d'une approche qui était très tournée vers ses usines, vers ses sites industriels, vers ce qu'on appelle son scope 1 et 2. Et puis, il y a une structuration au début des années 2000 avec des stratégies qui ont été évoquées, des plans d'action qui ont été construits autour de thèmes de développement durable à réaliser, puis qui se sont peaufinés dans le tournant des années 2010-2020 pour se tourner beaucoup plus vers le produit. Et on a vu quelques pionniers, L'Oréal, Schneider, qui ont démontré que le développement durable, c'était pas juste un enjeu de corporate, de programmation, de plan d'action au niveau de l'entreprise, mais ça avait aussi des répercussions sur le produit et sur la stratégie produit de l'entreprise. Néanmoins, ce qui change, c'est que quand on voit le schéma précédent, on prend conscience que la trajectoire qui a été suivie ces dernières années pour l'émergence et le renforcement de la RSE, clairement, est insuffisante. Il s'agit d'inventer quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus transformatif. Et pour utiliser simplement un argument, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que la RSE est restée une démarche assez périphérique dans le fonctionnement des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ont continué à œuvrer dans leur modèle économique traditionnel en créant la valeur et en redistribuant cette valeur à leurs actionnaires, en écoutant aussi leurs attentes. Et les stratégies de RSE sont venues émerger, grossir en périphérie de ce modèle économique pour chercher à atténuer les impacts négatifs, les fameuses externalités négatives, qu'elles soient sociales et environnementales. Et en réalité, ce que nous montre le nouveau moment que nous sommes en train de vivre, c'est que cette solution périphérique sera insuffisante. Et donc, il va falloir se poser la question frontalement de la pertinence même du modèle économique et de la façon dont l'entreprise crée sa valeur intrinsèquement. C'est-à-dire, ça pose frontalement la question de à quoi je sers, la raison d'être, quelle est l'utilité que poursuit l'entreprise. Et l'utilité ne peut pas être
la seule redistribution de valeur économique au profit des actionnaires, et donc le profit. Il doit y avoir une utilité supérieure qui s'inscrit dans des attentes sociétales ou environnementales. Ça pose la question du portefeuille d'offres, alors qui a déjà été évoqué ces dernières années par les entreprises les plus matures, mais ça va devoir être une lecture systématique. Et puis, ça va poser des questions fondamentales de gouvernance en particulier. Alors, on parle beaucoup de capitalisme des parties prenantes, mais on le voit bien, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir continuer à piloter des entreprises avec des organes de gouvernance qui n'intègrent pas un minimum de représentation des acteurs environnementaux, sociaux qui sont impactés par la conduite des entreprises, etc., etc. Donc, ce nouveau modèle d'affaires, il est nécessaire. On appelle ça, enfin nous, chez Ecolern, on appelle ça la durabilité pour marquer une dissension avec la RSE. Mais voilà, on est en train de voir émerger la nécessité de réinventer la façon dont les entreprises fonctionnent de façon extrêmement profonde. Et c'est nécessaire pour s'inscrire dans les échelles et dans les enjeux de développement durable auxquels on fait face, sachant qu'on a une course de vitesse qui est engagée, puisqu'on le sait, on a moins de 10 ans pour engager une réduction significative de nos émissions de gaz à effet de serre pour commencer à pivoter vers la neutralité. Et derrière cette mer des batailles, changement climatique, il y en a bien d'autres qui vont suivre avec les enjeux de biodiversité, de pollution, de non-discrimination, de répartition des richesses, etc. Alors, ça, c'est pour dresser un peu le panorama de ce qui est en train de s'arriver autour de nous, ce qui est arrivé en train de nous. Maintenant, si on s'intéresse à la question des moyens de mener cette transformation et notamment des compétences, la question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous prêts à engager cette transformation avec les équipes, les ressources humaines, pour employer ce terme un peu difficile, enfin, en tout cas un peu décalé, mais voilà, avons-nous les compétences au sein des entreprises pour engager une transformation qui aille vers davantage de durabilité dans le fonctionnement des entreprises? Pour Ecolern, la réponse est plutôt, voire très clairement, non. Donc, si on essaie de donner des éléments un peu de repère sur quelles seraient les compétences dont on aurait besoin pour engager cette transformation beaucoup plus profonde des acteurs économiques, on s'aperçoit que ça peut s'appuyer sur deux aspects, deux jambes, les hard skills, les compétences un peu dures, et les soft skills, compétences plus situationnelles, relationnelles. En termes de hard skills, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, on va devoir s'appuyer sur des outils, des méthodes, des cultures qui sont présentes, qui en l'occurrence sont même plutôt installées historiquement, puisque les équipes, les experts de la RSE s'appuient sur ce socle de compétences depuis plus de 20 ans. Simplement, la particularité, c'est que là où jusqu'à présent, la poursuite d'une démarche de RSE était l'apanage de la direction développement durable qui devait coordonner la mise en place de ces programmes à l'échelle d'entreprise. Le fait générateur nouveau, c'est qu'on prend conscience que ce n'est plus la seule responsabilité de la direction RSE de conduire la transformation vers plus de durabilité, ça va devoir être appréhendé par chacun des acteurs de l'entreprise. Et donc, cette culture, ce socle méthodologique qui était maîtrisé par les équipes spécialisées RSE, va désormais devoir être appréhendé et maîtrisé de la même façon par tous les acteurs de l'entreprise. Et c'est ça le fait nouveau. Alors, chacun à sa façon, chacun va devoir aller chercher les éléments qui sont les plus spécifiques à la conduite de son activité. Donc, les équipes financières vont probablement s'orienter plus vers les enjeux de reporting, les enjeux de mesure de la performance. Les équipes ingénieurs vont aller s'attarder sur les équipes, sur les outils de quantification environnementale notamment, etc., etc. Mais chacun devra, à sa façon, se saisir de cette grammaire du développement durable. Et puis l'autre élément, c'est que, et ça c'est plutôt nouveau, c'est que jusqu'à présent, les équipes RSE, enfin, sur une échelle de temps des 10-20 dernières années, étaient plutôt des experts, des techniciens. Et ce qu'il ressort avec cette nouvelle interpellation d'entreprise sur les enjeux de durabilité, c'est que ça ne va pas être suffisant. C'est-à-dire que la technique pure, la technicité, la méthodologie sera largement insuffisante pour engager la transformation auquel on doit faire face, qui est un enjeu de conduite du changement. Et donc ça, ce sont d'autres
socles de compétences qui sont requis, des soft skills, qui doivent permettre d'entraîner, qui doivent permettre d'avoir une vision, qui doivent permettre de programmer une transformation. Donc ça, ce sont des compétences traditionnelles. Je veux dire, le dirigeant même d'une entreprise a vocation à maîtriser ce socle de compétences. Ce qui est nouveau, c'est que d'une part, ces compétences vont devoir être appréhendées par les personnes qui sont à la manœuvre de la transformation de la durabilité, à commencer par le directeur développement durable, le Chief Sustainable Officer. Et d'autre part, c'est que ces compétences historiques de conduite du changement, d'entraînement, de vision, qui avaient un code, une façon d'opérer dans l'économie traditionnelle qu'on connaissait jusqu'à présent, vont être un petit peu infléchies, nuancées par ce nouveau comportement, ce nouveau enjeu de durabilité. Je vais prendre juste l'exemple du leadership, donc la capacité à entraîner, à montrer l'exemple. On peut clairement penser qu'un leader qui est dans une motivation de durabilité, dans une perspective de transformation durable, aura probablement besoin de compétences, de savoir-faire un peu différents qu'un leader d'entreprise actuel. Un exemple parmi bien d'autres, c'est que l'entreprise durable va devoir en permanence naviguer entre un champ de compétition et un champ de coopération. Compétition parce que l'entreprise doit malgré tout se différencier, attirer des clients, générer du profit. Donc, elle s'inscrit toujours dans une démarche d'agir contre ses compétiteurs. En revanche, la coopération, elle sera nécessaire pour apporter des solutions à grande échelle qui vont probablement irradier tout un secteur d'activité, un territoire, une industrie, pour permettre d'apporter des solutions qui seront à la hauteur des grands enjeux de l'humanité sur le changement climatique et bien d'autres. Et cette vertu de la coopération, elle a certes toujours existé, mais elle va prendre des dimensions et une importance beaucoup plus cruciale aujourd'hui. Et ça va renvoyer à des savoir-faire qui ne sont pas tout à fait les mêmes pour le leader. Et on pourrait multiplier des exemples sur bien des pans de la transformation durable pour se rendre compte que voilà, c'est une autre vision qu'il faut maîtriser, c'est une autre capacité de transformation, ça interpelle les valeurs directement, cette transformation de la durabilité. Et donc, que ce soit ces compétences à élargir dans l'entreprise des hard skills ou ces compétences un peu différentes à maîtriser dans le domaine des soft skills, ce dont on s'aperçoit, c'est que clairement, la transformation auquel on doit faire face pour aller vers la durabilité des modèles d'entreprise, elle va nécessiter effectivement d'évoluer dans notre façon d'incarner ces compétences et savoir-faire dans l'entreprise. Et par expérience, et quand on multiplie les contacts chez Ecolearn avec beaucoup d'entreprises, le constat, c'est qu'aujourd'hui, ces compétences sont plutôt mal maîtrisées en moyenne par les entreprises. Donc, on a un appel d'air pour déployer ces nouvelles compétences au sein de toutes les entreprises, dans tous les métiers d'entreprise, pour se préparer à la transformation auquel on aspire tous de nos voeux et qui va permettre de répondre à ces grands enjeux. Alors, pour étayer un peu cette argumentation un peu brutale de dire ces compétences n'existent pas aujourd'hui, on a quand même quelques éléments chiffrés. Il se trouve qu'Ecolearn a mené une enquête auprès des responsables RSE ces derniers mois à travers un questionnaire pour les sonder justement sur ses compétences et ses besoins de formation. Donc, on a posé cette première question de savoir, selon eux, quelles étaient les compétences autour des thématiques plutôt qu'ils voyaient émerger et sur lesquelles ils pensaient avoir des besoins et des renforcements à produire en interne. Alors, sans surprise, on retrouve les grands sujets un peu à la mode, le climat, la biodiversité, l'économie circulaire, la CV. Mais ce qui nous a étonné en découvrant les résultats, c'est que le tout premier sujet, finalement, ce n'est pas un sujet technique, ce n'est pas un sujet méthodologique, c'est un pur sujet de transformation des modèles. Donc, l'interpellation sur le modèle d'affaires, sur la gouvernance, sur la stratégie. Et donc, c'est véritablement cette question de se dire comment on va faire évoluer une entreprise sur un modèle actuel qui a été déployé sur ces dernières décennies dans un schéma de mondialisation et de recherche de profit dans une dynamique capitalistique vers quelque chose d'un peu différent qui va se réconcilier beaucoup plus avec les enjeux de développement durable. Autre question que nous avons posée, c'est de savoir qu'est-ce qui faisait obstacle au déploiement de ces nouvelles compétences aujourd'hui dans l'entreprise, avec différents critères qui étaient proposés. Alors, vert, c'est absolument oui, on a besoin de ces éléments. Et puis, plus vous allez vers le jaune et le orange, la réponse est plutôt non. Donc, on le voit, il y a quand même une hiérarchie qui s'est révélée de cette question. Donc, on voit qu'il y a un enjeu technique, de complexité, il y a besoin de formation, il y a aussi un besoin de transformation de la culture d'entreprise.
entreprise. Ce que nous fait naître, enfin, la remarque qu'on s'est faite en découvrant ces résultats, c'est que finalement, c'était un peu obscur. En fait, il y avait pas obscur, mais il y avait une certaine confusion, un certain trouble. Indéniablement, les entreprises sont prises de vitesse aujourd'hui par l'évolution de la situation. Cette émergence brutale de l'enjeu de durabilité n'a pas été anticipée. Et on se retrouve aujourd'hui un peu contraint et forcé d'évoluer très vite et de trouver des solutions pour répondre à ces nouvelles sollicitations, à ces nouvelles pressions que j'ai présentées dans la première slide. Et donc, il y a une espèce de branle-bas de combat. Et nous, on le voit très, très bien chez Ecolearn parce qu'on est sollicité par beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui, la moitié des sollicitations de formation qu'on reçoit, c'est pour former des dirigeants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça y est, le sujet est rentré au niveau des COMEX et il s'agit de se poser la question de comment on va, par le haut, réfléchir à une nouvelle vision, une nouvelle entreprise et de façon à ce que ça décline dans toutes les composantes de l'entreprise. Alors en page suivante, je vois que l'heure tourne, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ça, c'est tiré d'un sondage de l'ANDRH, donc l'association des DRH, qui reproduit certaines questions et qui venait constater aujourd'hui la réalité de la formation aux enjeux de développement durable. En posant la question aux experts de la RSE, comment eux-mêmes ont appris et comment ils ont développé leurs compétences. Et ce qui apparaît très clairement, c'est que la majorité des réponses est plutôt soit par soi-même, soit j'ai pas tellement été formé, ou alors c'était assez désorganisé. Donc, on est aussi à ce moment un peu de croisement où il y a un besoin de formation qui est extrêmement puissant et la formation telle qu'elle existait jusqu'à présent ne répondait pas ou n'était pas dimensionnée pour apporter ces solutions. En page suivante, et la dernière question qu'on a posée à nos responsables RSE lors du sondage Ecolearn, c'était d'essayer d'identifier une hiérarchie des métiers et des thématiques, enfin des expertises sur lesquelles il fallait faire porter un effort de formation au développement durable. Alors, une hiérarchie se dessine avec la finance, étonnamment, qui ressort en numéro 1 assez loin. Mais ce que révèle, à mon avis, plus simplement ce sondage, c'est que on le voit, tous les métiers sont concernés. Donc, on est complètement sorti de la logique d'il y a encore 2 ans où le développement durable était l'affaire de la direction RSE et les autres fonctions répondaient de temps en temps et aux sollicitations du plan stratégique développement durable. Aujourd'hui, on le voit. C'est l'affaire de tous et chaque fonction a vocation à intégrer, internaliser la réflexion, la capacité de projection, la capacité de transformation autour des enjeux de développement durable. Et ça ne pourra pas se faire sans que ces acteurs dans ces différents métiers puissent être formés. Donc pour synthétiser, et ce sera mon dernier transparent, si on devait prendre un peu de recul, et Antoine, voilà, merci, passer sur la slide suivante. Quels sont finalement comment va se traduire ce besoin de nouvelles compétences dans l'entreprise? Ce qui nous paraît, la façon dont on analyse, c'est que en réalité, il y a 2 choses qui émergent. C'est qu'il y a à la fois des nouveaux métiers, ou alors des métiers qui existaient mais qui connaissent un appel d'air extrêmement puissant et à tel point qu'on a complètement asséché le marché de recrutement. Donc la durabilité fait naître des métiers spécifiques. Et puis aussi et en même temps, la durabilité fait naître la nécessité d'une double compétence, c'est-à-dire que des gens qui occupent le métier et maîtrisent une expertise métier depuis des années ne pourront plus continuer leur métier sans comprendre quels sont les nouveaux codes que l'intégration de la durabilité dans l'entreprise va dicter et comment ils devront infléchir la conduite de leur métier traditionnel, de leur expertise métier traditionnel pour répondre à l'exigence de transformation durable de l'entreprise telle qu'elle est invoquée par tous les parties prenantes de l'entreprise. Donc concrètement, alors, on a ce tableau en 2 lignes de colonnes. Alors, indéniablement, c'est vrai que nous, Ecolearn, on se focalise principalement sur les métiers, on va dire les cols blancs, les métiers support et de gestion dans l'entreprise. Cette transformation, elle est aussi à l'œuvre sur les métiers opérationnels, que ce soit dans les grandes entreprises, mais aussi chez les artisans, chez tous les experts qui œuvrent beaucoup plus en lien avec les métiers techniques et manuels.
Donc, on le voit, donc, il y aura à la fois des nouveaux métiers, donc renforcement des expertises transversales aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas des métiers nouveaux, mais par contre, la recherche, l'intensification du recrutement sur ces métiers requiert des gens qui se forment beaucoup plus largement. Et puis, on voit poindre aussi, pour le coup, des nouveaux métiers qui vont être des chefs d'orchestre sur des thématiques qui prennent aujourd'hui une place prépondérante dans l'entreprise, que ce soit des personnes en charge de gérer des stratégies climat, des stratégies biodiversité, des stratégies inclusion, etc. Je ne vais pas m'attarder sur les métiers techniques, mais là aussi, on voit plein de nouvelles technologies, plein de nouveaux besoins de gens qui sont capables de porter la transformation opérationnellement. Et puis, en matière de double compétences, c'est bien simple. Tous les métiers traditionnels de l'entreprise, et je n'ai pas du tout listé la totalité entre eux, doivent s'inscrire dans cette recherche de double compétences, quelle que soit le thématique dans lequel ils s'inscrivent. Et ce sera aussi valable pour des métiers traditionnels, j'en ai cité deux, des agriculteurs qui doivent apprendre à faire leur métier différemment, ou des vendeurs qui devront développer des argumentaires de vente en magasin qui sont un peu différents. Voilà, donc EcoLearn, on déploie progressivement des formations sur toute la bande verte claire. Et aujourd'hui, on a choisi de faire un focus sur les experts transversaux avec les 3 formations que nous avons développées. Donc, une formation en ligne et puis 2 formations présentielles qui est destinée l'une pour les consultants et l'autre pour les futurs responsables et directeurs développement durable. Dont nous avons 2 alumni qui vont pouvoir témoigner de leur expérience et de ce que ça a pu avoir comme effet sur leur carrière également. Alors, Tout à fait. Voilà, Merci beaucoup Arnaud, merci pour ces éléments d'analyse. Nous allons donc pouvoir passer au premier témoignage de notre rendez-vous avec Stérène Leroux. Stérène, vous aviez commencé à vous présenter sur votre parcours, ce qui a commencé à vous conduire à la durabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment vous avez découvert EcoLearn? Quels ont été les plus de la formation et des formations que vous avez faites? Et comment vous les utilisez aujourd'hui dans cette transition professionnelle que vous vivez? Oui, alors moi j'ai un bagage, je suis juriste à la base, j'étais avocate pendant quelques années avant de rejoindre Total Energy, au sein de laquelle j'ai évolué, en gros je changeais de poste tous les 3 ans et donc j'ai évolué sur divers sujets en partant du droit économique et en évoluant plus sur des sujets de transformation, les sujets juridiques de la digitalisation et j'étais en charge des premiers plans de vigilance du groupe, ce qui m'a amené à toucher du doigt tous ces sujets RSE qui sont passionnants et qui sont loin d'être simples. Et donc, j'ai évolué ces dernières années sur ces sujets-là. Mon dernier poste, c'était, j'étais sortie après avoir été responsable juridique, j'étais sortie du juridique pour être chargée de projet sur la construction d'un centre sur les énergies bas carbone qui a été pas mal chahuté, notamment par Greenpeace. Et donc voilà, en travaillant au sein d'un grand groupe en fait, dans lequel on a une culture particulière, très pyramidale, avec une culture de on est les meilleurs et on est toujours en avance sur les autres. Bon, ça c'est peut-être français, je ne sais pas, mais toujours est-il que je me suis rendu compte que je n'étais pas à la bonne place parce que j'étais dans un grand groupe qui était très, très sensibilisé sur les sujets sustainability, etc. Franchement, mais qui est, comment dire, qui est dans son temps, c'est-à-dire qui a ses contraintes de gouvernance, ses contraintes d'actionnariat, ses contraintes de chiffre d'affaires, ses contraintes d'emploi, etc. Et donc, je me suis dit, mince, il y a des choses à faire. On vit une époque où là, on est en train de se prendre le mur. Et donc, j'ai envie de faire partie de ceux qui trouvent des solutions nouvelles et qui arrivent à sortir de ce système où on ne se rend pas compte qu'on est dans le mur, en fait. Et donc, j'ai profité d'un plan de départ l'année dernière pour quitter cette entreprise. Donc, j'ai quitté en décembre. Et donc, j'ai cherché une formation pour me mettre à jour sur tous ces sujets développement durable. Alors, au début, j'étais partie pour un executive master et en fait, je me suis dit, ça va être trop long. J'avais loupé en plus la rentrée de septembre puisque du coup, j'ai quitté mon entreprise en décembre et j'ai découvert EcoLearn
avec la formation en ligne sur les fondamentaux de l'entreprise durable et qui me semblait assez complète. Et effectivement, ça s'est confirmé en la faisant. Alors, elle est très dense, hein, donc là, ça tombait bien parce que j'avais le temps de… je l'ai faite, moi, j'ai commencé fin décembre, donc jusqu'en mars. Et donc, j'ai pu profiter pleinement de toutes les propositions de compléments, les échanges entre alumni, etc. Donc, c'était vraiment intéressant. Les plus de cette formation, je trouve, c'est déjà la possibilité d'interagir avec l'équipe EcoLearn et les autres alumni et de rejoindre aussi la communauté MR21 qui est la communauté qui tourne davantage autour de la masterclass, mais ça, je pense que vous en reparlerez peut-être. Et donc de participer au rapport annuel de MR21 là, qui est sur le sujet des collectifs de salariés, l'engagement des salariés, parce que ça c'est pareil, dans l'entreprise, on sent bien que beaucoup de salariés ont envie de s'engager, mais ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, il y a problématique d'alignement, problématique de mal-être, en fait, très, très présente au sein des entreprises. The Great Resignation, je pense, est bien dans l'air du temps. Et du coup, j'en fais un petit peu partie. Et j'ai pu compléter, alors, du coup, c'est une formation 100% digitale, donc… avec les limites du digital, j'étais très contente de pouvoir compléter cette formation par la formation d'une semaine, la masterclass consultant en transformation durable, qui m'a permis de voir faire le tour d'horizon. Alors, c'était une semaine très dense aussi, hein, mais il y a plein de choses à connaître. Mais ça m'a permis de faire le tour d'horizon de tous les sujets, tous les outils en fait, qui sont à la portée d'un cabinet de conseil en développement durable, et de voir, moi, en tant qu'ancienne juriste, avocate, sur quel sujet je me sentais le plus à l'aise. Donc, il y a des sujets de bilan carbone, les sujets d'analyse de cycle de vie qui sont plus des sujets techniques d'ingénieurs experts du sujet. Et puis, il y a des sujets que je connais mieux, qui sont les sujets de reporting extra-financier, mais qui deviennent de plus en plus financiers aussi. Et puis, les sujets d'entreprise à mission et problématiques de supply chain que j'ai pu toucher du doigt aussi avec le devoir de vigilance. Bref, donc il y a tout plein de sujets dont il faut se saisir, et la formation est vraiment la première étape indispensable pour prendre conscience de tout ça. Et voilà, enfin, les entreprises se rendent compte que, enfin, voilà, selon leur secteur d'activité, se rendent compte qu'elles vont rencontrer des difficultés de toute façon sur le long terme en termes d'accès aux matières premières, etc. Et donc, les limites planétaires, là, on les étudie bien avec EcoLearn, et ce n'est pas un mythe. Donc voilà, donc c'est à mon avis la première étape pour prendre conscience des choses, et puis apprendre à du coup innover pour… là, on parle de… Il y a le sujet qui fâche de la décroissance, mais enfin, si on intègre à la croissance les limites planétaires, finalement, on reste dans un schéma de croissance, mais respectueux de la planète et de l'avenir de l'être humain sur la planète. Donc Merci. voilà. Ouais. Merci Stéphane. Écoutez, merci pour le témoignage. Je vois que l'heure tourne. On pourra toujours revenir sur davantage d'éléments que vous souhaitez partager durant le temps de questions et réponses. Passons maintenant, si notre audience le veut bien, à la présentation des deux formations donc, que vous avez faites. Et merci pour le résumé et la présentation que vous en avez donnée. Je laisse la parole à Pierre, qui va donc maintenant vous détailler les fondamentaux de l'entreprise durable en ligne, la masterclass conseil en transformation durable en présentiel, et il parlera aussi plus généralement de la pédagogie EcoLearn. Merci Antoine. Donc, là, dans cette première slide, on va parler plus globalement du coup de la pédagogie de l'apprentissage EcoLearn, dont l'objectif, enfin EcoLearn, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est une entreprise à mission, et notre mission, c'est de vous donner du coup les savoirs, savoir-être et savoir-faire nécessaires pour transformer soit votre carrière, soit votre entreprise vers plus de durabilité. Et l'idée, c'est avec une méthode particulière
Donc, la méthode la méthode DigiLearn qu'on appelle l'apprentissage adaptatif, c'est-à-dire qu'en fait, sur chacun des modules, vous pouvez dépenser entre 15 et 200 minutes en fonction de votre curiosité et de votre intérêt. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, vous pouvez revenir ultérieurement sur ce contenu si jamais vous souhaitez creuser dans un deuxième temps. Ça vous permet en fait de faire ces formations, que vous soyez du coup en transition comme Steren avec du temps, ou que vous soyez en poste et que du coup, vous avez juste des nécessités opérationnelles qui sont de se dépêcher, quoi. Ensuite, il y a tout le côté apprentissage social, c'est-à-dire que déjà, on répond à toutes vos questions sur la plateforme parce que le développement durable, c'est compliqué, parce qu'il y a des prises de position politiques, idéologiques, etc., sur lesquelles il faut pouvoir échanger, et parce que le débat, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et ensuite, on a tout un aspect du coup de mise en réseau des alumni, parce que c'est hyper important pour trouver un emploi, comme pour réussir sa transition, en fait, que ce soit au sein de son entreprise ou envers d'autres entreprises. Et puis, ça permet aussi de mettre en place de la veille, de rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques que ce soit à un niveau technique et d'expertise, ou tout simplement des gens qui sont au même moment que vous dans leur vie professionnelle. Et ensuite, on fait des événements qui sont 2 fois par trimestre à Paris et 1 fois par an dans toutes les villes de France. Enfin, on a ce qu'on appelle l'apprentissage par l'action, c'est-à-dire que toutes les choses qui ont été mentionnées par Arnaud en introduction, c'est des choses qu'on a déclinées sous forme d'outils et qu'on a mis à disposition des différents apprenants. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de mettre ça en place pour pouvoir tout simplement réussir la transition durable d'une organisation, que ce soit sous forme d'études de cas ou sous forme de cas réels. Et donc, ça, c'est toute la méthode en distanciel. Et ensuite, en présentiel, on prend tout ça, auquel on rajoute différents experts qui viennent témoigner dans leur domaine, associés aux différents cabinets de référence. Et l'idée, c'est que dans ces différents experts, on a une variété d'expertise avec des experts qui sont consultants, des experts qui sont académiques, des gens qui viennent de la société civile, puisque comme ça permet en fait tout simplement de voir qu'est-ce que pense la société civile de tel ou tel sujet et comment est-ce que la société civile pousse pour faire avancer les choses. Et enfin, des experts corporate d'entreprise qui viennent témoigner en toute transparence de la difficulté ou pas d'ailleurs de la mise en place de tel ou tel outil. Du coup, je te laisse avancer, Antoine. Du coup, notre approche, donc l'approche pédagogique, donc ça c'est vrai pour toutes les formations. L'idée, c'est d'avoir des grands témoins qui soient directeurs et directrices du développement durable. L'idée, c'est d'avoir un apprentissage entre pairs. Donc, évidemment, pour les formations en présentiel, c'est toujours plus facile et c'est toujours plus convivial. C'est pour ça, nous, que le soir, on invite les gens à dîner ensemble, on organise des événements où on boit des verres ensemble. Et surtout, le déjeuner se fait sur le lieu de la formation. Et toutes les formations ont lieu autour de tables rondes pour qu'il y ait vraiment un apprentissage entre les pairs et voilà, un partage de différentes expériences. Ensuite, il y a des cas pratiques et des exercices parce que, comme je vous disais, l'apprentissage par l'action, tout simplement, il faut le mettre en place autour de cas pratiques. Les interventions d'experts, j'en ai déjà mentionné. Il y a évidemment des débats avec des apports théoriques qui sont constants. En fait, chez Ecoleur, on a non seulement le parcours de formation, mais on a aussi un glossaire qui est très fourni et très performant, qui vous permet de creuser tous les sujets. Donc, s'il y a des sujets qui sont importants pour vous, vous pourrez véritablement creuser en expertise, même si vous êtes déjà expert de ce sujet. En fait, on s'assure que vous ayez toujours une masse considérable de documentation à creuser et que cette masse soit toujours à jour. Ensuite, comme je le disais, sur les outils, il y a beaucoup de méthodes à mettre en place avec toutes les lectures complémentaires que je mentionnais. Et enfin, vraiment, je pense que la principale valeur d'Ecolearn et la chose pour laquelle on est le plus fier et le plus heureux, c'est notre communauté active d'alumni qui, derrière, crée des entreprises ensemble, s'embauchent les uns les autres, se recrutent les uns les autres, collaborent, échangent. Et donc ça a vraiment énormément de valeur. Et j'en profite pour remercier Steren et Marion pour contribuer parce que ça fait, c'est tous ces alumni, c'est ça qui fait toute la richesse d'Ecolearn et de ses formations. Voilà, donc peut-être que sur les fondamentaux de l'entreprise durable, je vais peut-être faire passer extrêmement rapidement, mais du coup, l'idée des fondamentaux, c'est vraiment d'avoir une approche
holistique et systémique de la durabilité en 10 leçons. Donc, avec une partie introduction à la durabilité, qu'est-ce que c'est de manière sédimentaire. Ensuite, la soft law, donc les lois contraignantes et non contraignantes avec tous les aspects des normes, etc. Ensuite, la décarbonation et le changement climatique parce que c'est hyper important. Ensuite, l'éco-conception de l'offre et les achats durables, les parties prenantes, la finance et le reporting. Donc, le management de la durabilité en entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un mandat de durabilité en entreprise. Ensuite, le modèle d'affaires durable, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le business model durable. Et enfin, une petite partie de prospective et de géopolitique parce que c'est important de prendre du recul et de réfléchir à ce sujet. Dans cette dynamique, elle est rythmée par des webinaires, en fait, qui vous permettent du coup d'interagir les uns avec les autres. Donc, il y a un premier webinaire de présentation et un deuxième webinaire qui est un jeu avec, pour faire des petites équipes, parce que les petites équipes, en fait, c'est ça qui permet aux gens d'interagir. Et puis, toute la partie gamification, c'est quelque chose qui est très apprécié par les gens. Et enfin, il y a un dernier webinaire pour vous présenter la communauté d'alumni et vraiment vous faire rentrer dans la communauté. Et si vous le souhaitez, après, il y a tout un tas de webinaires facultatifs sur des cas facultatifs pour que vous puissiez en fait continuer à creuser des liens après la fin de la formation. Ensuite, il y a la masterclass conseil en transformation durable qui, elle, pour le coup, est sur 5 jours. Elle est faite pour les gens qui ont déjà un niveau assez avancé en durabilité et qui veulent faire du conseil en transformation durable. Donc, on commence avec qu'est-ce que c'est que la stratégie de durabilité. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la publication et le reporting avec un aspect avec des outils et très méthodologique. Voilà, vraiment, l'idée de la présentation de masterclass conseil en transformation durable, c'est que vous soyez véritablement, c'est celle qu'a fait Steren, entre autres. Et l'idée, c'est que vous soyez capable, après, de dérouler toutes ces méthodos au sein de conseils. C'est pour ça que la publication et le reporting, c'est très important parce qu'il y a une grosse demande aujourd'hui et c'est une demande qui va augmenter de manière exponentielle au cours de l'année 2023 et 2024. Donc, être positionné aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Bref, ensuite, il y a le climat, mais du coup, vu d'un point de vue reporting opérationnel et comment conseiller ses clients dans les stratégies de décarbonation. Ensuite, on a la performance produit, donc c'est-à-dire l'ACV, l'éco-conception, et la chaîne de valeur, c'est-à-dire les achats durables. Ensuite, le matin du 5 jours, on fait une partie sur l'entreprise à mission parce qu'il y a pas mal de gens qui sont assez intéressés. Et dans l'après-midi, on fait une étude de cas. Et dans cette étude de cas, en fait, l'idée, c'est de vous faire faire une propale, c'est-à-dire de rédiger une proposition de mission pour vous apprendre en fait à choisir qu'est-ce que je vais faire si jamais j'ai un client, comment est-ce que je l'aborde, quelle mission est-ce que je lui propose, quels sont les résultats est-ce que je lui propose, quel prix est-ce que je lui propose et comment est-ce que je fais pour arriver à tout ça. Et l'idée après, c'est qu'il y a un jury qui est constitué à la fois de recruteurs de cabinets de conseil, de gens qui ont créé leur entreprise et de gens qui sont recruteurs de plateformes de mise en relation de consultants et de clients pour vraiment vous aider avec une mise en réseau à la fin pour vraiment vous accompagner dans cette création d'entreprise ou en tout cas dans ce pivot de carrière ou création de cabinet de conseil ou de nouvelles practices. L'idée étant que à la suite de cette formation, même si à la suite de cette formation, même si la formation est terminée, vous êtes après alumni et Coleur Navy et vous pourrez bénéficier d'accompagnement et de coaching pour créer votre entreprise ou transitionner votre carrière, même des mois après la fin de la formation. Donc là, la prochaine session, c'est du 4 au 8 juillet, donc c'est assez prochainement. Merci Antoine. Et après, donc là on n'en fait pas mention aujourd'hui, mais si vous le souhaitez, je vous invite à m'envoyer un mail ou à en discuter avec nous après. Il y a donc la masterclass conseil en transformation durable, c'est vraiment pour les consultants, mais on a aussi des masterclass pour les gens qui souhaitent travailler dans une entreprise et faire de la direction de l'entreprise durable. Et donc ça, c'est la masterclass direction de l'entreprise durable. Donc si jamais vous ne souhaitez pas devenir consultant, peut-être vous pourrez voir ça dans un deuxième temps. Merci Antoine. Super, écoute, super transition, merci Pierre. Nous allons donc pouvoir maintenant passer au second témoignage, qui est celui de Marion, qui a donc fait la formation Masterclass Direction Durable, anciennement Masterclass 21, que vous connaissez, qui existe depuis 2012. Marion, sur le même format que Steren, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours? Qu'est-ce qui vous amène progressivement à la durabilité? Quel a été l'apport des formations EcoLearn et comment vous les utilisez aujourd'hui? Avec plaisir, merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Je vais essayer d'aller vite parce que je pense que on est censé finir rapidement, mais je suis vraiment ravie de vous partager mon parcours. Alors moi, je suis en charge de la durabilité chez Evaneos et c'est par Total Energy, vous ne connaissez peut-être pas, donc juste une petite information. Evaneos, c'est
une entreprise française. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation des voyageurs et voyageuses avec des agences de voyage qui sont basées à destination. L'objectif, c'est vraiment de proposer un voyage qui va être plus responsable, plus authentique et en lien avec la population locale et aussi avec un bénéfice économique local beaucoup plus important que si on part avec des grands tours opérateurs, etc. Donc, on a vraiment 2 piliers. Notre réseau d'agences qui est sélectionné qui sont engagés pour faire du tourisme un vecteur de changement positif et les voyageurs et voyageuses qu'on essaie aussi de sensibiliser aux enjeux pour leur permettre de choisir de voyager mieux. Donc ça, c'est pour Evanios. Sur mon parcours à moi, alors j'ai commencé une licence de sociaux, après j'ai eu un master autour du digital et j'ai fait les 12 premières années de ma carrière dans en gros, le marketing digital à Londres d'abord pendant près de 10 ans et puis ensuite à Paris. Et donc j'ai commencé chez Evanios il y a 7 ans et pendant 5 ans, j'étais sur le marketing digital. À la fin de cette phase de mon parcours, j'étais Head of Acquisition, parce qu'on est tout en anglais chez nous. Et du coup, c'était un rôle très business parce qu'il y a forcément des enjeux de rentabilité importants, avec un rôle de management aussi assez transverse, beaucoup d'interactions, non seulement avec le marketing, mais aussi les sales, la tech, le produit, etc. Donc, c'était un poste comme ça assez transverse. Et puis, je me suis rendu compte que pour continuer à être performante et vraiment pouvoir challenger mon équipe qui était des gens assez experts, il aurait fallu que je continue à me former, à me renseigner sur les enjeux du marketing digital. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas très envie en fait, de continuer à me former là-dedans. J'avais perdu d'intérêt pour ce métier-là. Donc, j'étais en train de réfléchir un peu à comment réorienter ma carrière. Et là, j'ai une super opportunité en interne, en fait, parce qu'il y a la personne en charge du développement durable chez Evanios qui était là depuis 2 ans, qui est partie en congé maternité. Et du coup, Evanios a décidé de la remplacer en interne pour mener à bien les projets qui étaient déjà engagés. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans ce métier. Donc, vraiment par une grande reconversion en interne. Et j'ai commencé tout de suite à déployer des projets déjà engagés. Donc, il y avait un code de conduite à destination de nos agences qu'il a fallu déployer auprès des agences, l'ajouter au contrat, faire des modules de e-learning pour le réseau d'agences, justement, pour qu'ils intègrent bien ce qu'il y avait dans ce code de conduite. On a mis en place un système de scoring aussi pour nos agences pour justement les aider à mesurer leur impact à destination et pour nous pouvoir mieux orienter nos voyageurs vers les agences à impact positif et puis séparer dans notre réseau des agences qui ne correspondaient pas à nos standards. Et puis un gros projet qui était de mener la certification B Corp, donc Evanios qui est B Corp depuis quelques mois. Donc c'est moi j'avais fait une formation B Leader pour accompagner les équipes pour aller vers cette certification. Donc c'était vraiment du déploiement de projet qui était en route. C'était très intéressant avec ma casquette et mon historique en interne. Ça m'a permis d'être hyper efficace pour mener des projets transverses comme ça. Après, il y avait 2 limites. C'est qu'une fois que ces projets un peu avancés, je me suis dit comment est-ce que je fais maintenant pour prendre de la hauteur, pour aller plus loin dans la stratégie, dans la démarche d'impact. Parce que forcément, par exemple, avec B Corp, c'est un bon moyen de toucher du doigt les différents points de mesure d'une démarche d'impact, mais ça reste un peu un travail pour valoriser ce qu'on fait, mais pas tant pour remettre en question ce qu'on pourrait faire différemment, ce qu'il faut arrêter de faire, et puis surtout comment transformer le modèle, comme on parlait Arnaud tout à l'heure. Et en plus de ça, donc, je voyais les limites dans le cadre de mon poste chez Evanios, et moi, dans ma projection de carrière, étant arrivée un peu comme ça sur le tas, je me disais, et si je ne suis plus chez Evanios, qu'est-ce que je fais dans un contexte en plein Covid, dans le tourisme, où il faut mieux préparer ses arrières. Je me disais, je ne sais pas du tout quel type de métier je ferai après. Je sais que c'est la bonne tendance, mais je ne sais pas trop exactement où est-ce que j'irai postuler pour quel type de poste. Donc, j'ai commencé à me renseigner un peu, à regarder les formations qui existaient pour renforcer mon bagage et puis aussi les différents types de métiers. Et c'est comme ça que je suis tombée sur un webinaire d'Ecolearn, je crois que c'était Talent for the Planet en mars 2021. Il y avait une présentation, c'est un peu comme aujourd'hui, sur les métiers du développement durable, avec cette présentation de la Masterclass 21 à l'époque, Masterclass Direction durable. Et assez vite, je me suis dit,
c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut parce que déjà en termes de rythme, si on a le temps, on verra peut-être après, mais ça permet de concilier quand même une vie professionnelle avec une journée en présentiel par mois, plus du e-learning, et donc c'est beaucoup plus modulable que certaines autres formations. Et puis aussi le fond de la formation, qui est effectivement pas juste de la RSE, parce que j'avais fait une ou deux journées d'introduction à la RSE, je m'étais dit que c'était un peu, à mon sens, c'était un peu trop restrictif, réducteur. Et du coup, j'avais envie d'aller plus loin sur ces enjeux stratégiques et enjeux de durabilité. Donc, c'est comme ça que je suis posée là-dessus. Et donc, on a commencé là au mois d'octobre 2021. Et puis, on est dans le dernier mois, là. Il reste une dernière session, un dernier cas. Et puis ça sera la fin, en tout cas sur la partie pédagogique. Mais après, évidemment, il y a toute cette notion de communauté qui est hyper intéressante. Donc, j'abonde ce que Pierre vient de dire aussi. C'est vraiment un élément hyper intéressant de travail avec Ecolearn. Donc voilà, ce que j'ai vraiment aimé, c'est les sessions en présentiel qui permettent déjà de se déconnecter de son quotidien de travail et d'être là à 100% et de prendre le temps d'avoir des rencontres en live avec les autres alignés, mais aussi avec les intervenants qui viennent. Les modules de e-learning qui sont hyper riches et qui permettent d'avancer à son rythme. On survole si on n'a pas le temps, on creuse si on a le temps, surtout si c'est des sujets qui rebondissent sur les enjeux qu'on a en interne à un moment donné. Typiquement, je me suis rendu compte que chez Evaneos, on était beaucoup dans l'action, pas trop dans la méthode et la prise de recul. On a eu une des masterclass sur l'importance de faire une analyse de matérialité, double matérialité, etc. Je suis venue dans mon entreprise, j'ai dit, en fait, je pense qu'il faut qu'on fasse ça maintenant pour aller reposer la stratégie et voir du plus long terme. Et on a mis ça en place. Et du coup, voilà, en parallèle de cette formation, j'ai directement implémenté des projets qui m'ont été super utiles. Et maintenant, je me sens beaucoup plus à jour, j'ai beaucoup plus de méthodes, je me sens beaucoup plus en mesure d'aller challenger la direction, d'aller commencer à travailler vraiment les questions de gouvernance, les fameuses formations, acculturation pour le codir, etc. Et donc, je vois le plan d'action sur la suite de mon rôle aussi beaucoup plus clairement. Donc voilà, ça m'a apporté à plein de niveaux. Et là où je pensais me former peut-être plus sur la méthode et la technique, en fait, j'ai vraiment plein de bonnes pratiques aussi sur la suite, en plus du réseau. Voilà. Merci beaucoup Marion pour ce témoignage très complet. Je vous propose de rester encore quelques minutes. Nous arrivons au temps de questions-réponses. Vous avez été plusieurs à les partager dans le chat. Nous pourrons bien y répondre. Arnaud, veux-tu peut-être dire quelques mots et on pourra ensuite passer à ce temps d'échange? Je vais passer très vite sur cette formation que Marion a de toute façon très bien décrite, la masterclass direction durable, donc, qui est destinée aux futurs responsables et directeurs de développement durable. Une formation hybride, puisque vous suivez à la fois 10 journées de formation présentielle réparties sur 10 mois. Et en parallèle, le même module que Pierre vous a présenté, les fondamentaux de l'entreprise durable. Donc l'articulation, c'est une progression en miroir, digitale et présentielle, avec tout ce que disait Marion sur l'enrichissement, la capacité à accéder à des experts, à des témoins d'entreprise, qui vont vous permettre de gagner beaucoup de profondeur en l'espace d'un an sur ces questions. Et je l'espère vous préparer le mieux possible à ce poste, sachant qu'on reçoit à la fois des petites entreprises et des plus grosses. Donc c'est assez ouvert. Pour finir, je dirais simplement que voilà, vous le voyez, la date de commencement de cette formation est au 13 octobre, donc encore un peu loin. Mais si ça vous intéresse, ne tardez pas à prendre contact avec nous. On accueille 65-60 personnes chaque année. On va bientôt basculer en liste d'attente. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter les contacts, Pierre ou moi-même, les contacts qui seront mentionnés à la fin de la présentation pour davantage d'informations et manifester votre intérêt. Et sans plus attendre, je pense que le mieux, c'est de prendre peut-être les quelques questions que j'ai pu voir passer, Antoine. Oui, tout à fait. Je tenais aussi à dire à nos participantes que vous recevrez bien sûr dans le mail replay la présentation complète et qu'il existe plein d'informations sur notre site si vous souhaitez creuser ces questions. Les quelques questions que nous avons reçues, la première qui nous a été partagée était de savoir si la formation Masterclass Conseil en transformation durable, qui a été présentée par Steren, ou la formation Masterclass en direction durable, dont nous avons cette fois reçu le témoignage de Marion, si ces formations peuvent être suivies à distance.
Alors, je peux répondre non. Ce sont vraiment des présentations, des formations présentielles. Alors, sachant que, comme vous l'avez compris, dans le cas de la masterclass direction durable, donc la dernière que j'ai présentée, vous avez accès de toute façon à la formation en ligne. Donc, c'est vraiment un combo qu'on vous propose de suivre. Et en gros, le support pédagogique est apporté par, le support un peu conceptuel, théorique, est apporté par la formation en ligne. Et les temps d'échange présentiels, les cas d'entreprise que vous allez faire en groupe puis individuellement, viennent prolonger l'enseignement. Et de loin, c'est beaucoup plus confortable et utile de le faire en présentiel. Et en revanche, la formation consultant en transformation durable, elle n'est disponible qu'en présentiel. En revanche, j'avais vu une question sur l'articulation entre la formation en ligne et cette formation consultant, pour savoir s'il était nécessaire de suivre la formation masterclass consultant pour devenir consultant. Alors, je ne voudrais pas pousser à la consommation. En réalité, ça va dépendre de votre parcours. Si vous avez déjà une assise assez solide en consultant, que vous avez déjà exercé un métier de consulting et que vous cherchez simplement à rebondir sur les métiers de conseil plus en lien avec le développement durable, certains pourront se contenter de la formation en ligne. Nous avons plein d'illustrations dans nos alumni. Après, si vous venez d'un métier un peu plus éloigné, si vous avez une ambition de créer vraiment une activité, une branche, une business line dans le monde du conseil en développement durable, si vous avez l'ambition d'aller un peu plus loin dans la découverte des méthodes, à ce moment-là, on recommande de faire la masterclass conseil en transformation durable. Et sachez qu'elle a été créée précisément pour faire face à ce besoin. C'est-à-dire qu'initialement, nous n'avions que la formation digitale. Et on a eu beaucoup de feedback de certains de nos anciens qui nous disaient, voilà, pour prétendre à des métiers ou pour me reconvertir en tant que freelance, ils estimaient nécessaire de devoir faire une formation complémentaire beaucoup plus opérationnelle et au contact. C'est la particularité de cette formation, c'est que vous êtes accompagné par des consultants qui sont en activité et qui maîtrisent parfaitement ces questions-là. Après, si je peux rajouter un tout petit élément, il y a aussi l'élément de la taille du client. C'est-à-dire que si jamais vous souhaitez conseiller des très petites PME ou des TPE ou ce genre de choses, bah, éventuellement, l'application des modules 5 des fondamentaux d'entreprise durable pourrait suffire. Mais dès que vous voulez monter en gamme, monter en taille d'entreprise et vous structurer, bah, du coup, c'est vrai que les méthodologies sont assez rapidement normées et auditer. Et du coup, dans ces cas-là, la formation consultant durable vous permettra en fait d'arriver à ce niveau nécessaire. Très bien. Il y a encore deux questions qui sont… Pendant que nous sommes dans la même salle avec Pierre, on a envie de prendre soin aussi de vos oreilles. Il y a deux questions qui sont tombées dans le chat en même temps. Je vais les combiner en une. Si nous parlons cette fois des fondamentaux de l'entreprise durable, la question de Morgane était de savoir si elle s'adapte au métier de chacun. Elle donnait comme exemple l'immobilier durable ou le recyclage urbain. Et est-ce que cette formation est un préalable, un prérequis pour la formation conseil? Alors, je peux la prendre si ça vous va. Arnaud, c'est bon? Vas-y. Du coup, oui, la formation s'adapte au métier de chacun. Donc, pour résumer, la formation, c'est 10 leçons qui vous donnent une approche holistique de la durabilité, qui sont divisées en 5 modules chacun. Et le 5e module de chaque leçon est un outil que vous pouvez appliquer directement à votre entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, ça peut s'adapter à votre entreprise et ensuite et à votre secteur d'activité. Et ensuite, toutes les évaluations, soit c'est des cas fictifs qu'on vous donne, soit c'est des cas réels qu'on vous donne, soit vous pouvez l'appliquer directement à votre entreprise. Donc, pour répondre à cette question, oui, c'est tout à fait possible de s'adapter. Et ensuite, si jamais, pour des raisons X ou Y, dans votre vie professionnelle, vous avez besoin de connaître le mix énergétique de votre secteur d'activité ou les taux de polluants ou des données que vous n'arrivez pas à trouver et qui sont spécifiques à votre domaine d'activité, eh ben, c'est très simple. Nous, rechercher de l'information fiable et sourcée, c'est notre métier. Donc, vous n'avez qu'à tout simplement nous poser cette question directement sur les différentes plateformes et on vous répondra. Et du coup, on pourra adapter, grâce à cet apprentissage adaptatif et à cet apprentissage social, on peut adapter le contenu à votre secteur d'activité.
Et j'ai plus la deuxième partie de la question. Alors, je vais la prendre parce que je pense qu'elle était peut-être pas tout à fait formulée comme Delphine l'a posée. Je crois comprendre que la question de Delphine, c'est est-ce que la formation en ligne, les fondamentaux de l'entreprise durable, est un prérequis pour la formation présentielle des consultants? Eh bien, la réponse est oui, mais oui, dans le sens où on veut que la formation, très bien Delphine, on veut que la formation consultante durable soit réservée à des gens qui ont déjà un vernis assez solide en matière de développement durable pour se focaliser sur des aspects beaucoup plus pointus. Donc, si vous ne venez pas du tout de ce milieu-là, à ce moment-là, on va vous demander de faire préalablement la formation en ligne. En revanche, si vous pouvez justifier d'une expérience préalable en développement durable, soit parce que vous avez travaillé dans une ONG ou dans une équipe développement durable d'entreprise et ce qui vous intéresse, c'est l'aspect conseil, à ce moment-là, on peut vous permettre d'accéder directement à la masterclass sans vous redemander de passer à travers la formation digitale. Et il y a aussi une formation, pour ceux qui seraient pressés et qui n'auraient pas forcément le temps de faire la formation dans le temps imparti et qui auraient envie de commencer absolument en juillet, il est aussi possible d'avoir une version accélérée de cette formation qu'on pourrait vous y donner. Donc ça, je vous laisserai voir directement avec Clément, notre chargé de recrutement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et on pourra traiter ça au cas par cas. Très bien. Merci Arnaud, Pierre pour ces réponses. Arnaud, tu souhaitais encore dire quelque chose? Non, je crois que Cécile a posé 2 fois la question, Cécile Arthuis, donc on va peut-être y répondre. Question étant, est-ce que la formation en ligne fondamentaux de l'entreprise permet est suffisamment robuste pour mettre en place une stratégie durable en entreprise? Par rapport à la masterclass, il faudrait qu'on s'appelle Cécile parce que ça dépend de votre background. Donc, encore une fois, non, l'idée c'est quand même si vous êtes amené à prendre des responsabilités de pilotage et de définition d'une stratégie de développement durable, la formation idoine, c'est celle de la masterclass, direction durable. Néanmoins, si vous avez déjà un parcours qui est assez robuste et sur lequel vous avez besoin simplement d'avoir des points de passage un peu conceptuels sur le développement durable, les fondamentaux pourraient être suffisants, mais le mieux, c'est d'en parler de vive voix. Et aussi, si je peux rajouter encore une fois sur cette histoire de taille, c'est complètement différent si jamais vous devez faire de la direction durable dans une entreprise où il y a déjà une équipe structurée, où il faut mettre en place tout un tas de gens, tout un tas de choses assez compliquées avec plein de gens, du reporting et des auditeurs, etc. Et si vous abordez une TPE ou une PME qui est nulle part et qui vient de commencer et qui commence de zéro et que vous l'aidez à défrayer le sujet. Donc, ça dépend de la taille et de la maturité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et pareil pour vous, ça dépend aussi de votre maturité sur le sujet. Merci Arnaud, merci Pierre pour ces derniers compléments d'information. Notre webinaire arrive à sa fin. Je me permets de vous indiquer le dernier webinaire d'actualité durable de la 2e saison, puisque c'est la 2e saison que nous proposons ces rendez-vous mensuels. Il aura lieu en fin de semaine, ce vendredi, avec comme invité Éric Duvaux et Isabelle Cadet. C'est un rendez-vous qui est très suivi et qui propose une analyse, un décryptage critique des dernières tendances de l'actualité durable. Vous recevrez ces slides et pourrez vous inscrire en cliquant directement sur les boutons que vous voyez. Les contacts. Oh, pardon, j'ai cliqué sur le lien. Voilà ce qui s'est donc passé. Écoutez, je vais simplement arrêter le partage de mon écran pour vous dire que les contacts EcoLearn que vous pouvez joindre sont Clément qui s'est manifesté dans le chat ou Stéphanie Zanon. Vous retrouverez leurs coordonnées dans le mail replay que vous allez recevoir. Et il me reste à présent à remercier chaleureusement Stérène et Marion pour leur témoignage, pour les éléments qu'elles auront pu apporter de très concrets dans ce qu'a apporté le parcours EcoLearn à leur évolution professionnelle. Merci Arnaud et Pierre pour leur présentation. Si vous voulez dire un dernier mot, Stérène et Marion, je vous laisse la parole. Et il me reste à vous souhaiter à chacun, chacune, une très bonne suite de journée. Alors, merci Antoine, bonne transformation à tous. Ouais, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez rentrer en contact aussi, c'est toujours hyper intéressant d'échanger entre pairs.